Vous êtes nombreux sur Congo Web Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. Alors, Info 7, nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par plusieurs questions, notamment celle de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le dossier plaque d'immatriculation, on en parle aussi dans ce numéro d'Info, c'était sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, c'est pour la première fois pour cette année 2026, Fedi Moukendi. Bonsoir. Bonsoir, Madame Noëlla. Alors, Madame, Messieurs, Fedi Moukendi est secrétaire national en charge de la communication et médias du parti politique de l'Union sacrée de la Nation, Union pour les valeurs tshisekédistes, parti cher à José Kalala Wakalala. C'est bien ça? C'est bien ça, IVT, comme on l'appelle, Union pour les valeurs tshisekédistes. C'est le parti du président José Kalala Wakalala, qui est premier vice-président du Sénat, que je profite de saluer en ce moment et lui souhaiter meilleurs vœux de nouvel an pour 2026. Dans notre parti, nous l'appelons Maboko et Motema Pembe de la classe politique congolaise. Ah, ça c'est un slogan de flatterie, c'est ça? Pas de flatterie, mais c'est une réalité décrite dans deux mots seulement. Lesquels? Le président José Kalala Wakalala, c'est l'homme politique congolais parmi les plus intègres, les plus justes et les plus travailleurs. Ah, les plus intègres, les plus justes. Intègres, plus justes et plus travailleurs. Sans bruit. Tu n'entendras pas. Sans bruit, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il travaille pour l'intérêt de la République sans nécessairement faire le bruit pour que les gens le sachent et l'applaudissent. Et qu'est-ce qu'il a déjà fait depuis qu'il est à la Chambre du Parlement? Beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de missions dans le cadre de la lutte contre l'agression rwandaise, parce que vous le savez, José Kalala Wakalala, il est chargé de la diplomatie de la Chambre haute du Parlement. Donc, il a fait beaucoup de missions pour parler en faveur de la RDC. Et quelles sont les retombées de toutes ces missions-là qu'il a eu à effectuer? Démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de retombées. Nous avons eu les sièges comme membre non permanent des Nations Unies au Conseil de sécurité. C'est une retombée parmi les travaux qu'il a fait, bien sûr, en contribution avec les autres membres du gouvernement. Nous avons la résolution 2773. José Kalala Wakalala a apporté des siens pour que le Conseil de sécurité puisse arriver à voter cette résolution. Même la signature des accords entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et aux États-Unis, parce que faisant partie de la diplomatie de la RDC, José Kalala a apporté une touche, une contribution non négligeable à cela. Et tant d'autres réalisations que je ne peux pas énumérer ici, dans le cadre de son travail comme sénateur, il a plaidé pour les déguerpis de l'aéroport de Bipemba. Il a amené le message au Kassai oriental. Okay. Il a amené le message de ces déguerpis jusqu'au niveau du président de la République. Et il y a eu des missions, même le ministre des Affaires sociales est allé à Mbujimaï pour soulager, tant peu soit-il, ces déguerpis de l'aéroport de Bipemba. Mais ça, c'est exclusivement dans le cadre de ces missions parlementaires. Mais il a aussi posé des actes qui n'entrent pas dans ces missions parlementaires, mais qui entrent dans les actes de bonne volonté pour l'intérêt de la communauté de la ville de Mbujimaï. Je voulais vous dire, par exemple, que le sénateur José Kalala, c'est le premier élu de la ville de Mbujimaï depuis 2006, a posé des actes qu'aucun autre élu n'a posé. Depuis 2006? Depuis 2006, à Mbujimaï. Donc, il est au Parlement depuis 2006, c'est ça? Non, lui est au Parlement en 2023. Ah, dans les élections 2023. Il a commencé les actions depuis 2006, c'est ce que vous voulez dire? Non. Alors? Depuis qu'il y a élection,
dans la ville de Mbujimaï, depuis qu'on a élu des députés, des sénateurs, il n'y a pas un élu de Mbujimaï qui a fait des choses que l'honorable sénateur José Kalala Kalala a fait pour l'intérêt de la ville de Mbujimaï. Non, mais quand même, quelle affirmation. Oui. Mbujimaï a eu quand même autant d'élus, autant de personnalités qui ont posé autant d'actes. Autant d'élus. Oui. Je vais vous dire qu'il n'y a aucun élu. Qu'est-ce que lui il a apporté? Il n'y a aucun élu de Mbujimaï qui, au premier mandat, à la première année de son mandat, qui a équipé et réhabilité l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Il n'y a personne qui a fait un acte semblable. À la deuxième année de son mandat, qui a doté en banc pupitre une école de l'État. Il n'y a pas un seul élu, je l'ai dit, sans peur d'être contredit. Et aujourd'hui, honorable José Kalala Kalala sera en Mbujimaï le 14, donc le mercredi prochain, pour aller inaugurer une école de l'État construite sur fonds propres à Benetibouaboua, l'école Ntalaja, je crois, tu dois connaître ça. Beaucoup d'élus que nous avons connus sortent leurs muscles à l'approche des élections, notamment avec des pagnes, de l'argent, 5 000, 2 000, 10 000 francs, mais des choses concrètes dans l'intérêt communautaire de la population de Mbujimaï. Il n'y a aucun élu qui a fait ça à 2 ans de son mandat. Alors, Fedi Mukendi, c'est bien de signaler que ces 2 ans de son mandat, d'où tire-t-il tous ces moyens investis pour toutes ces réalisations? Il est sénateur. Non, être sénateur, il est payé. Être sénateur, il est payé. Pour toutes ces actions? C'est quelle action? Tout ce que tu as décrit, tout ce qu'il a fait en 2 ans. Pour doter une école en banc, ça demande quel investissement? Ça demande la volonté. 100 bancs, ça peut vous faire 30-40 000 $. Pour quelqu'un qui épargne et qui investit ses épargnes, donner 40 000 $ à une école, à des enfants de la ville qui a fait d'élu sénateur, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'Assemblée provinciale de Mbujimaï, oui. Autant d'argent, oui, donc ses épargnes de 2 ans, il en a eu autant pour... C'est ça ce que j'ai dit. Il en a eu autant pour toutes ces réalisations. Oui, on ne sera pas surpris un bon jour que le nom de José Kalala Kalala soit trempé dans des dossiers de détournement et autres. Son nom ne sera jamais cité dans ces choses-là parce que José Kalala Kalala, c'est un chrétien pratiquant. Ah, faites attention avec vos leaders. Hein. Je dis... Il ne faudra pas que Fedi Mukendi soit rattrapé par ces affirmations. Je dis, sans peur d'être contredit, que José Kalala, c'est un leader politique chrétien pratiquant. Je parlais avec un médecin en Mbujimaï, je lui dis, l'honorable premier vice-président du Sénat, il vient le mercredi prochain, est-ce que tu le connais? Il dit non, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que nous connaissons seulement les gens quand il y a des scandales de détournement. Comme lui, il n'a jamais été cité dans les scandales de détournement, on ne les connaît pas. Ah, je dis, mais il faut faire l'effort de connaître aussi les gens qui font de bonnes choses, qui posent de bons actes pour l'intérêt de la communauté. Il est en train de venir pour inaugurer une école de l'État. Il faut le connaître et le faire connaître auprès des autres personnes. Je vous assure, je sais que l'humain est changeant, mais je suis avec lui, ça fait quand même plusieurs années. Je connais ses principes, les principes qu'il ne dérobe pas. Alors, merci bien Fedi Mukendi. 2026, une nouvelle année. Madame, Messieurs, déjà meilleurs vœux à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Alors, l'UVT actuellement se trouve dans combien de provinces? Pratiquement dans 23 provinces sur les 26. Ah, et les 3 autres, ce sont lesquelles? Quand j'ai dit 23, c'est par rapport aux provinces qui sont occupées. Mais c'est pratiquement dans toutes les provinces. Et les 3 provinces qui ne sont pas équipées? Pas équipées.
Je peux dire par exemple maintenant, comme la province du Nord Kivu. UVT était là, mais avec cette occupation rwandaise, l'UVT n'est plus visible. On ne peut pas compter en ce moment cette province-là comme faisant partie des provinces dans lesquelles l'UVT est implantée. On peut parler du Sud Kivu, la même chose. Donc, l'UVT est dans pratiquement toutes les provinces. On est à Kinshasa, on est au Kasaï oriental, au Kasaï occidental, au Kasaï, au Katanga, Lualaba, Lomami, Olomami, On comprend que vous êtes Bandundu. Dans toutes les provinces pratiquement. Pratiquement. Alors, quelle est votre vision pour cette année 2026? La vision pour cette année, c'est de travailler durement, comme s'il y aura élection demain. Parce que le rôle d'un parti politique, c'est de chercher à conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Nous travaillons comme si on est à la veille de 2028 pour les élections. Donc c'est ça. C'est travailler davantage, redynamiser davantage les provinces dans lesquelles nous sommes et aux besoins, comme nous croyons que cette année, ce sera une année de retour au total de la paix et aller dans toutes les provinces où les activités sont en berne. Madame, Messieurs, place à présent à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Pas d'école sans bon, la campagne menée par le service national se poursuit à travers la capitale. L'école primaire Kimpangi, mais aussi les P2 et 8 Makelele. Ce sont là les établissements scolaires bénéficiaires ce jour d'un lot de 600 bons pupitres. La dotation est une fois de plus signée Service National, dirigé par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, il fait des élèves congolais sa préoccupation première. Vous vous souviendrez que la première action que le chef de l'État avait prise après son investiture à la magistrature suprême était de décréter la gratuité de l'enseignement fondamental. À cette occasion, les élèves n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude. C'est avec une grande joie et beaucoup de respect que nous prenons la parole au nom de tous les élèves de l'EP3 Kimpangi. Nous tenons d'abord à remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son amour envers l'éducation et pour l'attention particulière qu'il accorde aux enfants de la République. Grâce à votre vision, notre école a reçu des bancs qui vont améliorer nos conditions d'apprentissage. L'étape de la commune de Bondalungwa à l'EP2 et 8 Makelele a été marquée par la présence du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Ici encore, le geste du service national a été salué de vive voix. C'est avec une immense joie que nous vous recueillons à ce jour mémorable pour la cérémonie officielle de remise de 300 bancs pupitres scolaires. Selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le service national mettra par ailleurs son expertise au profit de la ville de Kinshasa pour relancer la production agricole afin de garantir l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible
est indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme. Fedi Mukendi, tu es notable du Kassai oriental. Et quel est ton regard aujourd'hui de cette province? C'est une province qui est en train de décoller. Décoller dans le sens que depuis plusieurs années, la province n'avait pas d'infrastructure publique qu'il fallait. On n'avait pas de routes, on n'avait pas d'hôpitaux, on n'avait pas d'université de l'État. Aujourd'hui, nous avons des routes, bien sûr, encore au niveau de la ville de Mbujimaï. Notre souhait, c'est que demain, que l'on puisse élargir ces routes vers les routes de dessert agricole. Mais déjà, Mbujimaï donne une image d'une ville qui vit. Parce que quand vous arrivez déjà à l'aéroport, vous pouvez circuler toute la ville dans des routes macadamisées et de macadam de la très bonne qualité. Nous disons bravo au chef de l'État et à l'exécutif provincial parce qu'en fait, pour faire ces choses, l'exécutif provincial fait les plaidoyers et assure les suivis. Alors comment je disais qu'il y a des universités. Il y a l'université officielle de Mbujimaï qui est construite, pas neuf aujourd'hui. Il y a l'hôpital général de la Mouya qui est parmi les meilleurs hôpitaux de la République pour aujourd'hui. Il y a l'hôpital Cancel qui est en construction et beaucoup d'autres choses qui sont réalisées dans la ville de Mbujimaï. Nous avons il y a un problème de courant électrique qui s'est résolu dernièrement parce que le courant de Tubitubidi a commencé à desservir la ville de Mbujimaï. Oui, mais on apprend qu'il y a quand même un courant quand même stable depuis un temps. Oui, mais Tubitubidi avait connu un problème. Ça fait pratiquement 1 à 2 mois où il n'y avait pas de courant dans la ville de Mbujimaï. Mais l'exécutif provincial s'est battu avec la SNEL de Tubitubidi a commencé à desservir la ville. Mais parce que je parle du courant, il y a un problème du côté de l'eau. Oui, là, ça reste quand même un casse-tête. Il faut le dire. Pas casse-tête dans le sens qu'il n'y a pas un problème général de l'eau sur la ville de Mbujimaï, c'était dû au manque de courant. Mais comme le courant est venu, là où la régie des eaux dessert la population, l'eau a commencé à couler au robinet. Mais là où il y a des forages, le problème continue. Notamment dans les quartiers périphériques de la ville de Mbujimaï, dans la commune de Bipemba, à Dipumba, à la Mouya, là où ce sont des forages qui desservent la population. Ces forages, pour que ça fonctionne, il faut du courant électrique. Mais la majorité de ces forages fonctionnent avec des groupes électrogènes, alors que le carburant coûte le plus cher. Oui, coûte le plus cher en Mbujimaï. Donc, c'est que ça handicape le travail. Avec forage. Oui, ça handicape le travail parce que ce forage, l'État a fixé un montant qu'il faut faire payer à la population. Ça fait que tout l'argent public, tout l'argent d'exploitation de ce forage va dans les dépenses liées à l'achat de carburant. C'est ainsi que les responsables de la ZIREP qui connaissent que nous faisons partie des porte-voix de la population, nous ont contactés pour que l'on puisse demander à l'exécutif provincial d'enjoindre la SNEL de pouvoir donner du courant électrique à ces forages. Ça va faire que les dépenses liées
au carburant diminue et que ce forage puisse continuer, puisse s'entretenir pour le plus longtemps possible. Alors, Fedi Mukendi, comment est-ce que vous trouvez l'actuel leadership à la tête de cette province? Je ne veux pas entrer dans les évaluations assez subjectives. Dire que c'est un leadership très fort ou dire c'est un leadership pas bien. Je ne veux pas entrer dans ces évaluations-là parce qu'en fait, le gouvernement provincial a un organe chargé de son évaluation, notamment l'Assemblée provinciale. Il faut que l'Assemblée provinciale donne ces jugements-là. Parce que vous ça êtes sera notable, un jugement. Vous avez un regard. Oui, j'ai un regard. J'ai un regard. C'est que vous voulez nous dire que vous appréciez les dirigeants actuels. Ils travaillent en faveur de la population. En fait, quand je compare avec d'autres dirigeants, j'ai quand même une critique positive à leur endroit. Ok. Sans beaucoup de détails. Quand je compare avec d'autres dirigeants de la province, j'ai quand même une critique très positive. Alors, parlons de la dépréciation du franc congolais. On en a même parlé au Conseil des ministres. Que pensez-vous de cette situation? La dépréciation d'une monnaie, c'est une vie normale dans toutes les nations modernes. Et la stabilité de la monnaie, c'est une lutte de tous les jours de ceux qui gouvernent. Moi, je suis heureux que le président de la République puisse anticiper, puisse voir plus loin, car gouverner, c'est prévenir, c'est prévoir, c'est anticiper. Anticiper que vers fin 2026, il pourra y avoir une dépréciation de la monnaie congolaise. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a donné des injonctions au gouvernement pour que le gouvernement travaille afin que cela n'arrive pas. Et que même si cela arrive, que ça n'ait pas un impact très négatif sur la vie des Congolais. Moi, je trouve ça assez très génial. Alors, pour la toute première fois, là, c'est une révélation du député national Godin Mpoyi qui a révélé au peuple congolais que c'était pour la toute première fois que les fonctionnaires de l'État passent quand même les fêtes de fin d'année sans être payés. Une situation qui devient quand même une routine en République démocratique du Congo. Est-ce que ça vous inquiète aussi, Fedi Mukendi? Bon, je voulais dire que ce n'est pas une routine. Parce que Godin Mpoyi a dit que c'est une première fois que les fonctionnaires de l'État... Si je dis une routine, personnellement, j'ai été quand même saisi par plusieurs fonctionnaires, notamment ceux du ministère de Mines, qui aujourd'hui enregistrent autant d'impaiements. Oui, je voulais répondre par rapport à la déclaration de Godin Mpoyi. Il a dit que c'est la première fois que les fonctionnaires de l'État, c'est une catégorie bien sûr, ce n'est pas tous les fonctionnaires de l'État, parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont payés. Il y a d'autres qui n'ont pas pu être payés au mois de décembre. Ce n'est pas une routine, il a dit c'est une première fois. Je me demande si c'est une première fois depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir ou c'est une première fois depuis que la RDC existe. S'il dit c'est une première fois depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, je suis d'accord avec lui. Mais je n'apprécie pas que, surtout que les enseignants, de l'intérieur, parce que les enseignants de la ville de Kinshasa ont été payés presque dans la majorité des cas. Que les enseignants qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont fait du ministre ce qu'il est, puissent passer les fêtes de fin d'année sans être payés. Ça, moi, je désapprouve. Et surtout que le ministre des Finances lui-même, sans être forcé, a fait passer une communication disant que tous les fonctionnaires seront payés avant la fin du mois de décembre. Et après, tous les fonctionnaires étaient payés. Hein? Tous les fonctionnaires, affirmé que tous les fonctionnaires étaient tous payés. les fonctionnaires n'ont pas été payés pour le respect des Congolais qui votent le président de la République, qui votent les députés. Je pense que le ministre des Finances devait revenir dans le média pour donner une explication. Dire voilà, on est désolé, on avait prévu de vous payer,
on ne vous a pas payé parce qu'il y a eu telle contrainte ou telle autre. Mais rester silencieux, comme si de rien n'était, moi je pense que c'est quand même punissable. Après, on voit des réunions de gauche à droite. D'abord, une réunion entre le ministre de la fonction publique avec Raissa Malou, voilà, la ministre Raissa Malou. Et du coup, après, une réunion entre le ministre des Finances et la ministre Raissa Malou. Et là, on va nous dire que le problème n'est pas au niveau du gouvernement congolais, mais au niveau des banques. On a l'impression que l'État congolais est en train de bercer les banques. Bon, dire que le problème n'est pas au niveau de l'État congolais... Ça, c'est ce qu'on nous a révélé. Hein? Dans les réunions, bien sûr. Oui. Après des séances de réunion avec les syndicalistes, avec les autres organes, on nous dira que non. Le problème, ce n'est pas au niveau de l'État, mais les banques. Bon, moi, je pense que ce n'est pas de la responsabilité de dire des choses comme ça. Parce que si les banques payent le fonctionnaire de l'État, c'est parce que ces banques ont eu un contrat signé avec l'État congolais. Et là où ça inquiète, c'est pas une fois, oui, au sortir de la réunion entre le ministre de la fonction publique et la ministre Raissa Malou, on a dit les banques. Et après encore une autre réunion, après 2-3 jours, c'est le même langage que les... Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Il y a un contrat signé entre les banques et la République démocratique du Congo. Si les banques n'ont pas fait leur part de contrat, je pense qu'il faut que les sanctions s'en suivent. Parce que si tu prends le crédit à la banque et que tu devais payer à 1 an, mais à 1 an tu n'as pas payé, les intérêts augmentent. Donc, il faut que les sanctions s'en suivent auprès de ces banques-là. On a l'impression que les banques sont loin d'être sanctionnées. Hein. Ah, c'est malheureux pour moi. C'est malheureux et moi je pense que l'État ne peut pas se justifier à cause des erreurs des banques que lui-même a sélectionnées. Alors comment peut-on interpréter cette situation? Moi je pense qu'il revient à l'Assemblée nationale de pouvoir interpeller le ministre des Finances. Ça c'est mon avis. Interpeller le ministre, la ministre de l'EPSP, interpeller le ministre de la fonction publique pour qu'il se justifie. Pourquoi il y a l'argent de l'État donné aux banques et que les banques n'ont pas payé aux fonctionnaires de l'État. Et aujourd'hui, l'image de l'État semble être ternie. Pas semble être ternie, mais oui. L'image de l'État congolais est ternie depuis. Tu vois, non, bon, depuis ça, c'est toi qui dis. Moi, je non, parle pas moi, mais plusieurs observateurs ne cessent de le dire. Pourquoi l'État congolais aujourd'hui ne peut pas être compté comme meilleur employeur qui traite bien ses travailleurs? Pourquoi? Sous d'autres cieux, sous d'autres cieux, attendez, Fedi Moukeni, sous d'autres cieux, vous êtes conscient que le peuple souhaite bien travailler auprès de l'État, parce que l'État est le meilleur. Bon, et personne ne peut payer plus que l'État congolais, mais je m'interdis de faire ces comparaisons-là, parce que chaque pays se gère selon le contexte, selon la réalité de ce pays-là. Dans notre pays, il y a des progrès notables qui sont réalisés par l'État en termes d'amélioration du salaire des fonctionnaires, même si ce n'est pas encore suffisant comme on le souhaite. Mais on est parti quand même que ce n'est pas suffisant. Hein? On est parti d'un point A, je crois que nous pouvons être maintenant même au point H. Donc il y a des progrès qui sont réalisés qu'il faut applaudir. Mais ici, nous parlons du fait que on a donné l'argent aux banques pour payer les fonctionnaires de l'État et que ces banques, qui sont généralement des banques commerciales, n'ont pas exécuté leur part de contrat. Il faut que les sanctions s'en suivent. Parce que nous pouvons supposer que 1 milliard de dollars, quand il fait 5 jours dans une banque, ça produit des intérêts de 5 jours. Et si on n'a pas payé aux fonctionnaires, ça veut dire que ce sont ces banques-là qui profitent de ces intérêts. Je ne sais pas si dans leur contrat, si dans les contrats avec l'État, ils n'ont pas mis des clauses de sanctions. Alors peut-on considérer le silence de l'État congolais comme complice? Bon,
est-ce que... Parce qu'une fois, on pouvait comprendre, mais lorsqu'il y a deux fois les mêmes propos, les mêmes messages je pense qu'il vous revient en tant que journaliste de faire les enquêtes pour s'assurer que l'État n'a rien fait contre ces banques. Vous voyez. Mais parfois, les portes sont fermées. Hein, parce que déjà, j'ai eu, depuis que nous communiquons autour de la situation au ministère des Finances, les portes sont souvent fermées. L'accès à l'information n'est pas donné à tout le monde. Oui, mais il faut aller... Et ça, c'est ce que nous nous se sommes déplorés. Vous savez, vous, en tant que journaliste, vous connaissez les techniques d'investigation pour arriver à avoir l'information. Juste savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait contre ces banques? D'abord, le fait de dire... Jusqu'à ce jour, nos informations, nos sources nous affirment que rien n'est fait. Et qu'il semblerait que le problème n'est même pas au niveau des banques. Il semblait rien. Si rien n'est fait, mais c'est l'État congolais qui enregistrerait... C'est même pour ça que moi, je demande à l'Assemblée nationale de pouvoir interpeller le ministre de Finances, la ministre de l'enseignement primaire et secondaire, mais aussi le ministre de la fonction publique, pour qu'ils expliquent à la population congolaise pourquoi cela est arrivé et quelles sont les actions qui ont été prises pour que cela ne se répète pas. Aujourd'hui, il y a déjà de nouvelles plaques et que les Congolais sont appelés à se procurer déjà de ces nouvelles plaques. C'est quand, selon le dernier communiqué de la DGI signé par son directeur, le pasteur Mwakabi, si je ne me trompe pas. Voilà, vous avez un véhicule. Oui. Alors, quelle lecture faites-vous de ce dossier plaque d'immatriculation? D'abord, il faut relever que c'est un peu de trop, des réformes qui n'apportent rien pour moi. Comment ça, qui n'apportent rien? Alors, ce sont des plaques qui répondent aux normes internationales. Mais pourquoi de tout ce temps, on n'a pas eu de plaques qui répondent aux normes internationales? Si on n'a pas eu ces plaques-là, est-ce que c'est de la faute du Congolais ou c'est de la faute du gestionnaire? Eh bien, moi, j'ai trouvé d'abord une contradiction. La DGI, dans le premier communiqué, a dit que tout le monde doit renouveler les plaques d'immatriculation. Tout le monde. Et le ministère de Finances est venu donner l'impression de contredire la DGI. Alors qu'en réalité, il n'a pas contredit. Il a juste apaisé les esprits qui étaient surchauffés. Parce que le ministère des Finances dit, d'abord, ce sont des nouveaux véhicules qui vont entrer en circulation, qui sont concernés par les nouvelles plaques. Mais vers fin 2026, tous les autres véhicules vont pouvoir se conformer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à quelqu'un qui a payé l'impôt routier, que nous appelons plaque, de payer doublement cet impôt-là. Ce n'est pas correct. Parce que ce n'est pas la population qui doit payer les frais pour les erreurs que les gestionnaires ont commises. Non. Il parle de plaques qui sont en circulation par fraude. Et comment on a... Apparemment, ils connaissent bien qu'il existe des plaques voilà. C'est la question qui circulent, donc, qui sont fraudées. Si ils ne sont pas complices, je suppose que ce sont les organisateurs de cette fraude. Parce que les plaques, c'est quand même une identité. C'est l'État qui donne ce plaque à un véhicule pour devoir identifier et le propriétaire et le véhicule lui-même. En cas d'accident, on peut poursuivre ce véhicule et connaître le propriétaire du véhicule. Toutes les plaques-là ne sont pas fabriquées ici. La majorité, ça vient de l'extérieur. Ah, mais pourquoi la RDC? Et quand ça vient... Non, disons pas... donnez-moi d'abord l'occasion. Oui, vous avez une minute. Oui, quand ça vient, on contrôle, non? Tout ce qui entre ici est contrôlé. Mais vous connaissez qu'il y a des plaques acquises par fraude. Vous faites quoi? Mais il faut rechercher les fraudeurs, les sanctionner. Mais il ne faut pas demander à ceux qui ont acheté normalement des plaques à la DGI, à beaucoup de dollars, de racheter ça. Parce que vous voulez améliorer ce que vous avez mal fait hier. Moi, je pense que ce n'est pas correct. Mais aux dernières informations, ceux qui ont des plaques ne pourront pas débourser de l'argent. Non. Ouais. Ils vont débourser l'argent. Selon le communiqué que moi j'ai suivi, ils vont débourser l'argent. On ne va pas leur donner de plaques gratuitement.
vont débourser l'argent. Mais comment peut-on expliquer que dans un pays, comme on a dit à partir, parce que ça, si je ne me trompe pas, c'est depuis le 6 janvier qu'on a commencé la vente de ces plaques, comment peut-on expliquer que dans un pays, on aura 2 plaques? Ah, ça aussi c'est faisable, parce que l'État peut, les plaques qui sont en circulation vont se terminer finalement, parce que les véhicules entrent en circulation, vieillissent et meurent. Dès qu'un véhicule meurt, on l'enlève. C'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas... Non, mais nous avons des passeports qui ont cours légal, des passeports différents. Nous savons que ces passeports vont finir dans 5 ans. Quand ça finit, on va continuer à produire les nouveaux passeports. Mais non, mais passeport et plaque, c'est quand même 2 choses différentes. Est-ce que c'était impossible pour l'État congolais de dire à ceux qui ont des autres plaques de venir carrément changer? Ça aussi, c'est une possibilité que moi j'encourage. Changer, mais gratuitement. Changer, mais gratuitement. À la charge de l'État, qui est l'auteur de ce qu'il trouve comme pas conforme. L'État congolais devra donc changer, mais gratuitement. Oui. Une plaque d'immatriculation est d'une importance capitale. Mais il faudra donc que l'État congolais revoie quand même la manière de faire, surtout pour ceux qui ont déjà des anciennes plaques. Ouais. Alors prenons à présent ce deuxième dossier, on se retrouve juste après. Cette date est partie de, je peux dire, d'une certaine révolution de la population et les gens ont voulu nécessairement, disons nos aînés, nos parents, suite à un incident qui a eu lieu au stade, mais en réalité, c'était une situation politique qui se couvait. Et là, moi, je me souviens, j'étais encore très jeune, et à 2 ans et demi environ, je voyais les gens courir parce qu'on habitait vers Guémena, à Kassavubu. Je voyais toute une marée de monde qui fuyait, on tirait de partout. Donc c'était dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc, je sais qu'il y a eu cette évolution. Mais bon, on n'est pas là pour revenir dans toute cette histoire. On essaie de se commémorer qu'il y a eu des martyrs. Il y a eu des gens... Martyrs de l'indépendance, oui, dans les ateliers. Les martyrs de l'indépendance. Des gens qui ont sacrifié pour l'indépendance. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à réclamer l'indépendance immédiate. Donc, si aujourd'hui nous devons commémorer, nous devons aussi réfléchir. Sommes-nous réellement indépendants? L'indépendance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Hein, comme l'avait écrit Lorraine Cunningham dans un livre, il y avait des gens qui étaient au bord du fleuve et on leur pose la question, qu'est-ce que vous attendez? On nous a dit que l'indépendance arrive. Donc ils attendent le bateau de l'indépendance qui doit passer. Donc l'indépendance, ce n'est pas seulement proclamer, c'est l'indépendance d'esprit, l'indépendance d'âme, l'indépendance dans le comportement. C'est ça la vraie indépendance. Indépendance d'esprit, comportement, indépendance d'âme. D'âme, oui. Ouais. Parce que l'âme, c'est dans l'âme où on trouve les pensées, les émotions, ok? Le comportement de quelqu'un, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui dirige. Parce qu'il y a 3 choses. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est ce que Dieu met en nous. C'est l'esprit. L'âme, c'est notre comportement, notre affection, nos pensées, nos idées. Ça, c'est tout dans l'âme. C'est pour ça qu'il y a toujours conflit entre l'esprit et l'âme. L'âme veut s'imposer et imposer au corps. Alors, Dieu te dit, ne vole pas. L'esprit de Dieu dit, ne vole pas. L'âme dit, c'est tellement intéressant, je dois prendre. Donc, c'est toujours le conflit. Et le corps subit ce conflit-là. Le corps subit. C'est pour cela, aujourd'hui, vous avez des gens, il est là, il sait qu'il ne doit pas voler. Mais, il prend, parce qu'il dit que, Esaïlanga, tout le monde peut se servir. Tout le monde prend. J'informe toute la communauté universitaire et les amis de Kinshasa, tous, que l'université est aujourd'hui en deuil. Nous avons connu un crime crapuleux. Le professeur Abata Mathieu a été froidement abattu à son domicile, comme on a l'habitude de le dire, par des personnes en armes non autrement identifiées. Il habite dans les parages de la cité universitaire, au-delà du mur non achevé par Ejekok
qui constitue la clôture de cette institution. Nous nous sommes rendus sur place, nous avons trouvé une veuve et des enfants vraiment inconsolables. Nous avons pris en tant que comité de gestion la responsabilité d'en informer d'abord notre tutelle qui, elle, s'adressera, et notre correspondance faisant également copie, elle s'adressera à ceux qui ont la charge, à partir de la commune, de la ville et du pays tout entier, d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Oui, la plaie est encore tout à fait fraîche. C'est une occasion pour nous de relancer un appel vibrant à notre tutelle, aux ITPR infrastructures, pour que soit enfin clôturé ou terminé le travail de clôture du site universitaire, ainsi que l'éclairage de plusieurs coins et recoins qui sont des moyens de sécurité évidentes. La zone d'intervention, nous n'allons pas nous permettre de commencer à supputer, comme nous avons vu parfois dans les réseaux sociaux, des personnes qui ont certainement un venin à cracher, parce que la question sécuritaire n'est ni l'apanage du seul comité de gestion, mais de tout le monde. Toute la communauté universitaire veille à ce que nous ayons la sécurité et la paix sur notre site. Maintenant que nous sommes tristes, est-ce le moment de commencer des réflexions, pour la plupart infondées, d'accuser tel ou tel autre coupable? Il est normal que ceux qui ont la charge d'assurer notre sécurité au niveau de la ville, au niveau de la commune, soient les premières personnes saisies. Et quant à nous, Université de Kinshasa, nous ne lésinerons certainement pas sur les moyens qui sont à notre portée pour que tout le monde soit le mieux possible sécurisé. Assassinat d'un professeur ordinaire dans le site universitaire à l'UNIKIN. Les professeurs de l'APUKIN parlent d'une situation qui ne s'est jamais produite depuis la création de cette université. Jamais sous Mobutu, jamais sous Mouzé et jamais sous Okabila. Mais ça s'est passé sous Tshisekedi, Fedi Mukedi. Bon, c'est une malheureuse coïncidence que cela soit arrivé sous le régime de celui qui lutte contre l'impunité et celui qui fait la promotion de l'état du droit. Mais la seule garantie, c'est que ces gens vont être recherchés, interpellés, jugés et sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Mais ça devient quand même inquiétant à Kinshasa. On essaie d'enregistrer des cas d'assassinat dans des coins et recoins. Peut-être qu'on a parlé du professeur parce que les professeurs, il est quand même professeur ordinaire, c'est pas n'importe qui. Mais tous ces Congolais dans les coins et recoins qui font face à ces actes. Oui, nous le regrettons amèrement et nous demandons à ceux qui sont payés d'assurer la sécurité de Congolais de le faire. Certains même parlent de la faiblesse du régime, un échec pour le pouvoir. Bon, ceux qui parlent, c'est leur droit de faire des évaluations. Ce n'est pas moi de dire que le pouvoir a échoué. Non, parce que l'insécurité, on ne l'encourage pas. L'insécurité, c'est un mot français. Donc, ça veut dire que même en France, il y a l'insécurité. Aux États-Unis, il y a l'insécurité. Rappelez-vous que le président Trump a failli être tué pendant qu'il faisait la campagne. C'est des choses qu'on regrette et on interpelle le gouvernement de faire leur travail. Mais cela ne veut pas dire que l'État ne fait pas sa part de partition. Parce que vous avez quitté la maison, moi j'ai quitté la maison, nous sommes arrivés à Congo pour faire cette émission. Donc il y a quelqu'un qui assure la sécurité quelque part. Mais des situations comme ça, quand ça arrive, nous sommes désolés. Et on encourage que l'État puisse faire des enquêtes, dénicher les auteurs et les sanctionner sévèrement. Alors Fedi Mukendi, mettez quand même un moment de côté votre casquette de membre de l'Union sacrée de la nation politique, parlez comme un individu, un Congolais qui vit dans la capitale de la RDC. Comment est-ce que vous évaluez la sécurité des Congolais vivant à Kinshasa? Les colonnes à gauche,
les bandits à main armée à droite. Comment est-ce que vous évaluez tout ça? Comme Congolais. Comme Congolais. Je pense que les choses ne se passent pas comme il le fallait. Parce qu'il arrive que le Koulouna puisse attaquer des individus à 100 mètres de sous-chef de la police. Et vous allez à la police, on ne sait pas vous apporter secours. Et je pense que le ministère de l'Intérieur a un grand travail à faire. Lorsqu'il est arrivé, il a promis des formations, le recrutement des policiers. Jacquemain Chabani, Ouais. qui est actuellement ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est en train d'être fait parce qu'il faut un peu plus de policiers formés que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais lorsqu'on a des policiers, on le voit en train de chanter Zoye Chombo, Tikaye Akende, Zoye Chombo, Tikaye Akende, sans compter ces policiers que nous voyons en uniforme dans des bars. Aujourd'hui, à Kinshasa, quand tu rencontres un policier, il faut fuir. Ah non, hein? Parce que moi, je rencontre le policier, je ne le fuis pas. Bon, sur la route, il y a des policiers. Ce n'est pas tous les policiers. Quand Ouais, la c'est nuit, ça. hein, certains policiers, quand tu les rencontres la nuit. C'est ça, voilà. parce qu'il ne faut pas aussi On ne dramatiser les généralise choses. pas. Ouais. Donc, ceux qui ont chanté, j'apprends qu'ils sont interpellés. C'est là le bon côté du régime Félix Tshisekedi. Parce que, qui que tu sois, quand tu commets un forfait, on ne te laisse pas dans l'impunité, on te sanctionne pour dire que ce n'est pas un acte de l'État. C'est un acte individuel de son auteur. Contrairement à d'autres régimes, les policiers et les militaires, c'était des enfants choyés. Vous vous rappelez, Karine qui avait donné l'ordre qu'on tue sur Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, il a fallu que Félix Tshisekedi vienne au pouvoir pour qu'elle soit condamnée. Donc, le mal existe partout. Le plus important, c'est de se battre pour lutter contre ce mal. Et le régime Félix Tshisekedi fait ces efforts-là. Nous voudrions que les efforts soient doublés davantage pour qu'il y ait une sécurité plus ou moins maximale dans la ville, province de Kinshasa. Vous l'aviez dit, le ministre, quand il est arrivé, Jacquemain Chabani, avait promis des formations. C'est vrai qu'on a vu quand même des formations par-ci, par-là. Et on a vu également dernièrement, je pense que c'était le 1er ou le 2, le ministre qui était descendu sur terrain, il a fait la ronde pour voir les Koulouna qui étaient interpellés, qui certains ont été même jugés et condamnés. Autant de jeunes interpellés, mais la situation reste quand même la même et elle devient encore grave sur terrain. Une situation que certains n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que les jeunes qui sont tombés dans les filets de la police sont juste des victimes et non pas des Koulouna au vrai sens du mot? Est-ce que Fedi Mukendi vous arrive aussi de penser à cette situation? Oui, parce qu'on voit autant je de pense jeunes parce Koulouna. que l'insécurité nous guette nous tous. Hein. Les Koulouna, c'est une menace pour chacun de nous. Je pense énormément. À un moment, je me dis que le ministère de l'Intérieur, je m'excuse, je pense qu'il n'a pas une planification assez très serrée. Ou s'il a une planification, on n'assure pas le suivi de l'atteinte des résultats. Il ne suffit pas de créer des opérations. Opération Ndobo, opération Fini Koulouna, opération Tokobomayo Lelo, opération ceci, cela. Cette opération, je considère ça comme un projet de la lutte contre l'insécurité. Le projet doit avoir des résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour dire, par exemple, qu'on identifie, on estime à 1000 Koulouna dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est un exemple. Et qu'au bout de 6 mois, nous voulons arrêter, par exemple, 300 Koulouna. Vrais Koulouna, jugés et condamnés. Au bout de 6 mois, on va arrêter 300 autres. Et à la fin de l'année, on aura arrêté 1000 Koulouna. Et on assure le suivi, l'évaluation de ce projet-là pour dire, au bout de 5 ans, nous avons prévu de faire 1, 2, 3, 4, 5 choses. Nous avons fait et on a atteint les résultats.
Est-ce qu'on peut nous dire combien de Koulouna on a prévu d'arrêter et de transférer au parquet? Combien l'ont été? Est-ce que tout ce qu'on a arrêté était réellement des Koulouna? Quels sont les innocents? Vous voyez, il y a des Koulouna qu'on arrête, hein? Ils vont au cachot, après, seulement à la police. Ils sont relâchés à la police avec 100, 200 $. On l'envoie au parquet. Les gens qui sont tracassés par le Koulouna, qui sont machetés par le Koulouna, ils ont peur d'aller se présenter au parquet. D'aller dénoncer. Parce qu'ils savent qu'ils vont les payer, après ils vont sortir. Après tout, on va les libérer, on va venir me tuer. Je crois que l'État doit mettre des garde-fous pour protéger ceux qui dénoncent, protéger ceux qui accusent et s'assurer que celui qu'on a arrêté soit condamné pour des faits infractionnels qu'il a causés. Donc c'est ce que vous demandez? Oui. Comment y arriver? Il faut une détermination. Il faut une détermination, assurer le suivi, parce que les moyens pour faire tout ça existent. C'est question de coordonner, organiser cela. C'est question de assurer le suivi. On a arrêté des Koulouna. Est-ce qu'on les a jugés? Ils sont allés où? Ils sont allés au parquet. Mais les magistrats ne sont pas des dieux. Ils peuvent, dans le jugement, faire une erreur. Qui peut venir contrôler pour savoir que c'est une erreur? On a libéré un Koulouna parce qu'il n'y a pas eu un plaignant. Mais un monsieur réputé Koulouna, connu de tous les temps. Il faudra attendre un plaignant. Parce que l'État a aussi le droit de se saisir, de se transformer en plaignant. Hein? Je ne sais pas si je me trompe. L'État, le ministère public, peut être plaignant contre un individu, un citoyen qui commet des infractions. Qui sème la terreur. Qui sème la terreur. Qui tue. La terreur, c'est encore un peu mieux. Alors, qui tue. Le 4 janvier, une journée chômage payé en République démocratique du Congo. Alors, Fedi Mukendi, ce jour-là, 4 janvier, quelles sont les pensées qui vous étaient venues en tête? Je trouvais que les Congolais, c'est un peuple déterminé. Un peuple capable d'affronter le blanc pour sa liberté. La pensée qui m'est venue, c'est que ce que les Congolais ont fait contre les Belges, ils sont capables de le faire contre le Rwandais. Contre le régime rwandais. Pas contre le Rwandais de manière générale. Contre le régime rwandais qui veut... le régime de Kagame. Qui veut mettre à genoux la République démocratique du Congo. Mais est-ce que le combat de ces Congolais-là, considérés comme des martyrs de l'indépendance, est honoré aujourd'hui? Oui. C'est honoré parce que, vous voyez, malgré nos diversités ethniques, culturelles, face à la guerre d'agression, les Congolais sont restés un. Ils continuent à se battre contre cette agression. Donc ça veut dire que les Congolais ne veulent plus être esclaves de qui que ce soit. Aujourd'hui, les Congolais parlent avec les Belges, avec les Français, avec les Américains, presque d'égal à égal. Il y a plus, nous ne sommes plus sous les jougs de qui que ce soit. Donc, ce combat-là est honoré. Nous sommes libres. Alors, comment réagissez-vous à ceux qui estiment, notamment le pasteur Colin Zolantima, qui a dit que si les choses ne marchent pas, c'est parce que les réactions, les réalisations ne sont pas de commun accord avec Dieu. Il faudra se réconcilier avec Dieu. Je n'ai pas suivi. Le pasteur Colin Zolantima a dit qu'il était important que le Congolais puisse se réconcilier avec Dieu, puisse se repentir. Mais c'est un pasteur. Le travail du pasteur, c'est d'appeler les gens à se repentir tous les jours. Le pasteur ne cessera jamais, même aux États-Unis, où les choses évoluent,
tous les jours, où le pays est le plus développé, les pasteurs, quand ils parlent, ils demandent aux Américains de se convertir, parlent aux Américains de se réconcilier avec Dieu, de se repentir. C'est le travail du pasteur, moi je l'encourage à continuer à faire ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui la RDC est vraiment indépendante? Oui, moi je pense que la RDC est indépendante. La preuve, c'est que je parle avec toi, je donne mes points de vue sans attendre quelqu'un. Alors, sur tous les plans, la RDC est indépendante, c'est ça? Pardon? Sur tous les plans, la RDC est un pays indépendant? Non, les nations évoluent en interdépendance. Mais nous ne sommes plus esclaves de n'importe quel pays. Nous sommes indépendants. Nous ne sommes plus une colonie d'une autre nation. Nous sommes un pays indépendant avec des institutions indépendantes. Alors, sortie médiatique de certains membres du gouvernement, le ministre Moïndo Nzangi, Adolphe Muzito, des sorties qui ont même conduit lors de la dernière réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi, comme d'habitude. La première ministre Judith Suminwa a fermement dénoncé la multiplication de prises de parole publiques non concertées de la part de certains membres du gouvernement. Elle a donc jugé inacceptable la persistance de déclarations individuelles sur des dossiers hautement sensibles et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a à son tour adressé une mise en garde sévère aux ministres concernés et a rappelé l'obligation de discipline gouvernementale. Vous avez suivi les dernières sorties médiatiques de Moïndo Nzangi, Adolphe Muzito. Bon, c'était des sorties désolantes pour moi. Je suis parmi les gens qui ont réagi à ces sorties médiatiques. Parce que quand on est dans un gouvernement, il faut savoir que sa parole compte comme au gouvernement. Tout ce qu'on dit engage le pays, engage le gouvernement. Vous et moi, nous avons travaillé dans les organisations internationales. Vous savez que même si vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas prendre parole dans un média dans la casquette du travail que vous faites si on ne vous a pas accordé l'autorisation de le faire. Et moi, je pense que ces ministres, c'est bien que la Première ministre puisse prendre ces mesures et que le chef de l'État puisse hausser les tons. C'est une très bonne chose de prendre des mesures, mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. En faisant quoi? Plus loin, en sanctionnant ces ministres. Parce que ce ne sont pas des enfants à qui on va apprendre comment il faut se comporter dans un gouvernement. Adolphe Muzito a été ministre. Il a été même Premier ministre. Moïndo Nzangi a été ministre. Il a été vice-gouverneur au Nord-Kivu. Donc ce sont des grands politiciens, des gens hautement instruits qui devaient savoir que pour prendre parole dans les médias, il faut une concertation avec le chef du gouvernement. Il faut obtenir l'autorisation. Et même quand, par hasard, on prend parole, il faut savoir quoi dire. Mais le ministre Moïndo, il a un ministère pour lequel il faut communiquer. Pourquoi il ne pouvait pas nous parler de champs et de bétail? Il se met à nous parler de son secteur, ce qu'il a réalisé. Parce qu'il a un budget de la communication. Pourquoi il se met à nous parler de la guerre, nous parler de blabla? Moi, je pense que la communication, c'est un couteau à double tranchant. Elle peut vous élever. Vous l'utilisez bien, elle vous sert. Elle vous élève. Vous l'utilisez mal, elle vous dessert, elle vous rabaisse. Alors, vous demandez des sanctions. Quel genre de sanctions je pense que le gouvernement de la RDC a autant de sanctions comme toute organisation pour quelqu'un qui va en dehors de principes. De la ligne de conduite. De la ligne de conduite. Ils doivent être sanctionnés pour que les autres ne puissent pas refaire la même chose. Je l'ai dit que Muzito doit oublier cette tribune. Tribune Adolphe Muzito. Il continue avec cette tribune. Non, quand je l'ai vu parler comme un opposant. Je l'ai vu parler comme un scientifique. Je l'ai vu parler comme quelqu'un qui donne la voix dans sa tribune, oubliant qu'il est vice-premier ministre. Je ne ferai jamais cela si moi je deviens ministre aujourd'hui ou demain.
Bien que j'ai des capacités de communication, je ne le ferai jamais. Tu prends parole quand on te donne cette parole et on te dit qu'est-ce que tu vas dire dans le média. Parce qu'au gouvernement, il n'y a pas la liberté d'expression. Hein. Même dans un parti politique, liberté d'expression, c'est entre nous. Quand tu vas dans les médias, il faut savoir ce que tu vas dire et ce que tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas demander à Prince Epinga ici de venir dire Martin Fayulu a fait ceci, a fait cela de mauvais. Même si c'est vrai. Tu ne peux pas me demander, moi, de venir ici parler en mal du président Félix. Je ne le ferai jamais. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Moi, Félix, je ne le ferai jamais. C'est pourquoi tu as défendu José Kalalawa Kalala. J'ai défendu José Kalalawa Kalala avec des preuves, de manière factuelle. Tu vas pas dire que si vous avez, non, si vous avez des choses contraires à ce que je vous dis, dites-le. Moi, je veux contredire. Oui, vous allez contredire même si c'est vrai. Non, mais dites-moi si vous avez des choses contraires. Alors, Fedi Mukendi, nous allons prendre ce troisième dossier. On revient pour continuer avec ces dossiers autour de certains membres du gouvernement Souminho Adou. Les conséquences éventuelles de la guerre et du dialogue que beaucoup demandent. En même temps, nous savons que notre partie est du pays est occupé par les belligérants avec le soutien du Rwanda. À ce compatriote, nous avons présenté nos vœux de meilleurs pour voir cette année être une année de recouvrement de la paix sur l'ensemble du territoire national. Mais, tout compte fait, la guerre, c'est un cas de force majeure qui empêche l'exécution d'une obligation, d'un mandat, et ça donne raison ou ça relève la personne tenue d'exécuter un mandat de sa charge. Raison pour laquelle nous soutenons que ceux qui font la guerre, s'ils sont conséquents avec eux-mêmes, doivent arrêter la guerre pour ne pas donner droit au président actuel, aux animateurs d'autres institutions, un droit de penser qu'ils n'ont pas exercé correctement et totalement leur mandat. Ceux qui sollicitent le dialogue doivent être conséquents par rapport aux recommandations. Parce que si le mandat du président de la République est écourté même d'un mois, vous lui donnez le droit de se représenter. Si vous partagez avec lui le pouvoir, sachez très bien que c'est un droit que vous lui donnez. Donc, nous demandons aux uns aux autres d'être conséquents, aux belligérants d'arrêter la guerre et à ceux qui viennent au dialogue de savoir comment passer les écritures. Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Et lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement que dirige Martin Souminho, s'est préparé. Et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas cette paix, comme on dit, qui veut la guerre prépare la guerre. Eh bien, nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, le Rwanda obtiendra ce qu'il voudra de la part de notre pays. L'accord justice reste au niveau de principe. Bientôt, évidemment, nous nous sommes mis d'accord avec les Américains pour que nous puissions identifier les projets pour lesquels nous allons mobiliser les ressources nécessaires de la part des partenaires étrangers, c'est-à-dire des Américains. Et là-dessus, nous y travaillons pour identifier les priorités. Je pense que bientôt, ça va être publié.
Non, il ne s'agit pas de ça. Nous avons un programme, nous avons un projet. Et nous sommes en train d'évaluer ce que représentent ces minéraux et nous voulons un partenariat win-win avec les entreprises américaines et bien d'autres, y compris les Européens, pourquoi pas. Non, mais l'un des Américains ne peut pas décider de ce qu'ils veulent. C'est nous, ensemble, avec, qui allons décider quels sont les projets qui les intéressent, quels sont les projets qui nous intéressent. Le reste, ça va être win-win, bien entendu. Fedi Mukendi, qu'est-ce que vous reprochez à Moïse Nzangi dans sa dernière sortie médiatique? D'avoir pris parole et dire des choses qui ne sont pas de son secteur. Non, mais qu'est-ce que vous nous reprochez? Parce que la situation sécuritaire, tout le monde est au front. Bon, il a parlé de la guerre. Oui, mais dans ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Il a parlé avec légèreté. Mais à quel niveau? Dans tout ce qu'il a dit. Quoi? J'ai dit dans tout ce qu'il a dit. Ou vous vous mettez seulement dans la peau d'un défenseur de l'union sacrée de la nation? Non, mais vous savez, dans le média, tout n'est pas à dire. Hein? Il faut avoir la pudeur. Il faut s'interdire de dire des choses qui peuvent être récupérées par les gens. Ce qui est vrai, c'est que même le gouvernement, quand il a parlé, quand le ministre de la Communication a fait le compte rendu, il ne vous a pas dit où est-ce que Moïse Nzangi a dit. Alors, Moïse Nzangi a dit, nu était le petit message de Marco Rubio, la SC-M23 serait déjà quelque part, je ne veux pas dire. Je suis honnête de vous dire que sur la route Ouvira, il n'y avait pas grand-chose. Moïse Nzangi l'a dit comme ça. Ah oui. Et ça, vous n'avez pas aimé, hein? Je n'ai pas aimé parce que ce qu'il a dit, d'abord, ça ne relève pas de son secteur. Moïse Nzangi ne veut pas les... Il n'est pas porte-parole du gouvernement. Hein? Oui, ça ne relève pas de son secteur. De deux, c'est une affirmation que moi je peux considérer comme fausse, parce que Moïse Nzangi, comme ministre de l'Agriculture, n'a pas de drone, n'a pas de caméra sur toute la route pour nous rassurer qu'il n'y avait rien. Ça, c'est... Il est ressortissant de l'Est. Moi, je suis ressortissant du Kasaï. Je ne peux pas vous dire qu'en ce moment, à Tchibata, il n'y a rien. Je suis ressortissant du Kasaï. Je parle avec les gens du Kasaï tous les jours. Je ne peux pas vous dire, à Kassansa, il n'y a rien. C'est des villages que je connais, où je suis né et j'ai grandi. Lui, il est ici, à Kinshasa, dans les bureaux. Il y a un ministère de la Défense, il y a un ministère de l'Intérieur qui centralise, qui ont toutes les informations en termes sécuritaires. Alors, en cette période ici, toutes les communications de ceux qui se reconnaissent quand même congolais vont dans le sens de donner espoir, de communiquer en faveur quand même du pays, non, du pays, parce qu'on ne peut pas faire la politique quand même de l'ennemi pour celui qui se reconnaît congolais. Mais voir une communication des membres du gouvernement qui va dans les sens rejoindre ce que certains ennemis du pays ne cessent de dire, que nous avons les nôtres qui sont avec vous à Kinshasa. Vous vous rappelez quand même? Oui, vous savez, Noëlla, si vous suivez l'émission dans laquelle Moïndo est intervenu, c'est une émission qui était très percutante. Moïndo a été là, littéralement, contre l'agression rwandaise. Littéralement. Je suppose seulement que les couteaux, qui est la communication, l'a blessé par erreur. Par le fait qu'il ne maîtrise pas les domaines de la communication. Ça, c'est mon avis. Okay. Mais parce que c'est par erreur et qu'il s'est arrogé les droits de faire le travail qui n'est pas sien, c'est pour ça que moi je pense qu'il n'est pas bon
de s'arrêter à des mesures seulement des... Il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Il faut aller jusqu'aux sanctions parce qu'en politique, les erreurs se payent cash pour que les gens ne répètent plus. Mais le général Ekenge est suspendu, non? Il a été suspendu. Suspendu. Mais pourquoi on ne peut pas suspendre Moïne? Pourquoi on ne peut pas suspendre Adolphe Muzito? Ça, c'est mon avis. Je n'ai rien contre eux. Ouais, je n'ai rien vous avez contre parlé eux. du dernier exemple. On n'a pas attendu pour suspendre le général Ekenge. Mais c'est des choses... On a même suspendu également Oscar Mbal de la RTNC. C'est lui qui l'avait reçu sur le plateau. C'est des erreurs qui se retrouvent pratiquement dans le même sac. Pourquoi les uns et non les autres? Peut-être on attend. Adolphe Muzito va quand même loin pour dire que si le Rwanda avait la guerre, il va l'obtenir. Nous avons investi 5 milliards dans l'armée pour ça. Après avoir parlé de Joseph Kabila Kabange. Bon. Ça, moi, dans mon analyse, je ne sais pas si c'est tellement bizarre. Il a aussi menacé le Rwanda. Comme Congolais, il a le droit de menacer le Rwanda. Mais c'est la suite de sa communication qui n'a pas été bonne. Je l'ai dit encore une fois, c'est des erreurs des gens qui ne sont pas habitués à utiliser les couteaux à la cuisine, qui sont allés utiliser les couteaux parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils avaient faim. Oui, bien sûr. Jusqu'à partir donc, moi, je suis papa de la maison. D'habitude, je ne passe pas à la cuisine. Nous, les Balouba, on ne passe pas à la cuisine. Parce que j'ai faim, je vais pour couper le morceau de viande. Je n'ai pas mal fait. Je coupe. Par erreur, le couteau m'a coupé et je suis blessé. C'est ça. Muzito, en voulant bien faire, il a utilisé la communication qu'il ne maîtrise pas, surtout la communication comme ministre qu'il ne maîtrise pas, et il a dit des choses qui ressemblent à une plaie qu'il s'est blessé. Il faut qu'il arrive à sentir la douleur de la plaie. Alors, une communication qui a enchanté les proches de l'ancien ministre et de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, PPRD et bien sûr Joseph Kabila Kabange, quand on voit Arlette Odia qui s'élève et dit Adolphe Muzito a fait une déclaration d'amour au président, l'ancien président Kabila, en étant aujourd'hui au sein de la majorité. Il a lancé un message clair au président Tshisekedi que si lui était président de la République, il n'aurait pas maltraité Joseph Kabila ni tous ses siens. J'en suis flatté. Message de Arlette Odia. On ne pouvait pas s'attendre à une réaction contraire. C'est tout à fait normal. Arlette n'aurait dit que cela. Ferdinand Kambere ne dirait que cela. Kabila lui-même se réjouit là où il est. Donc, c'est pour cela que nous le regrettons, ce que Muzito a dit, parce que être ennemi de la République, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui considère Kabila comme ennemi de la République. Et c'est la justice de la RDC qui a ouvert un procès contre Kabila. Sous le règne de Félix Tshisekedi. Oui, qui a ouvert un procès contre Kabila, qui l'a invité, convoqué pour venir se défendre des accusations portées contre lui. Parmi ces accusations, c'est la traîtrise, le complot contre la République, blabla, blabla. Et puis à la fin, Kabila n'est pas venu. En refusant de venir, je suppose qu'il s'est dit, tout ce que vous dites contre moi est vrai. Donc il est dit mot consent. Et la justice a rendu son verdict, l'a condamné. Quelqu'un condamné par la justice pour des faits de haute trahison, pour des faits de complot contre la République, vous dites qu'il n'est pas ennemi de la RDC. Je pense encore que c'est une erreur, mais en politique, les erreurs se payent cash. Pourquoi
Le régime de Félix Tshisekedi veut en finir avec tous les opposants. Une question d'un internaute. Chadari, aujourd'hui, presque introuvable. Autant d'opposants qui sont presque introuvables. Certains ont été envoyés en exil. Pourquoi aujourd'hui, Fedi Mukendi, certains internautes se plaignent quand même, se posent la question pourquoi le régime Tshisekedi veut en finir avec tous les opposants. Même si on a vu dernièrement, la semaine, un proche du pouvoir, Norbert Yamba, qui a été interpellé. Ah, vous-même, vous avez évoqué ça. Il n'est pas le premier à être interpellé. Il y a eu beaucoup de ministres qui ont été interpellés. Le ministre Constant Moutamba est en prison. Il a été condamné. Il n'est pas de l'opposition. Il était dans le gouvernement. Donc, ce n'est pas le fait... Voilà pourquoi les opposants parlent d'un règlement... Donc c'est un règlement de compte parce que ça ne vient pas de moi, vous l'aviez certainement déjà suivi, parce que Félix Tshisekedi ne fait toujours pas confiance, bon le régime Tshisekedi ne fait pas toujours confiance aux personnes qui acceptent de gérer avec lui, comme ça se passe actuellement avec Kabila. Bon, ça ne vient pas de moi, c'est un langage que vous avez déjà entendu. Je continue à dire, vous avez parlé de Norbert Yamba, qui ne vient pas du PPRD, qui est fils IDPS, qui a été interpellé. Il y a eu de parlementaires debout qui ont été interpellés. Il y a eu des forces de progrès qui ont été même condamnés. Il y a eu beaucoup de proches du pouvoir qui ont été accusés. Il y a eu même le directeur de cabinet du président de la République qui a été arrêté, jugé et même condamné. Donc, bref, je voulais dire que dans un régime qui prône l'état de droit, il n'y a pas des intouchables. Les opposants congolais ne font pas les distinguos entre les faits infractionnels des droits communs et les activités politiques de l'opposition. Tous ceux qui sont arrêtés, tous ceux qui sont allés en exil, parlons de l'exil même, ceux qui sont allés en exil, qui est-ce qui était poursuivi? Kabila est allé en exil parce qu'il s'est rendu compte que le gouvernement a eu des informations qu'il est de mèche avec les rebelles de M23. Et Katumbi? Katumbi. Il est parti en exil aussi parce que son parti, certains éléments de son parti étaient accusés d'être de mèche avec la rébellion. Franck Djongo. Franck Djongo a été arrêté ici, interpellé ici, parce que on les soupçonnait d'être en complicité avec la rébellion. Bref, aujourd'hui, Franck Djongo est avec la rébellion, Kabila est avec la rébellion, et Moïse Katumbi, même s'il ne le dit pas de manière claire, son porte-parole fait le porte-parole de Kabila, donc de M23, de manière indirecte. Donc, ceux qui sont interpellés, dans la plupart des cas, ce sont ceux-là qui ont violé la Constitution et les lois de la République. Ceux-là qui sont soupçonnés d'avoir commis un certain nombre d'infractions. Aujourd'hui, je suis ici. Je parlais d'Adolphe Mujitu, je parle de Moïndo Zangui, pour quelque chose glissé par erreur. Moi, je suis convaincu que c'est des choses glissées par erreur. Mais moi, je dis qu'il faut se sanctionner. Ce n'est pas parce qu'ils sont de l'opposition. C'est parce qu'ils n'ont pas fait les choses correctement. De même, ceux qui sont dans l'opposition, qui ne complotent pas contre la République, qui ne violent pas les femmes d'autrui, qui ne volent pas les biens d'autrui, qui n'insultent pas les autres, on ne les inquiétera jamais. Prince Epeng parle à longueur de journée. Je cite cet ami-là plusieurs fois. Malheureusement, je ne suis pas sa publicité. Il parle à longueur de journée. Il les réclame à tort et à travers les dialogues. Il parle de Félix Tshisekedi comme il veut. Mais sachant que le président de la République n'a jamais été interpellé. Mais qu'est-ce que Chadari a fait pour être interpellé?
Vous êtes journaliste, il faut aller investiguer pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Ce n'est pas à moi de vous dire... Mais vous avez parlé des princes Epenge et des autres. Là, vous avez eu quand même des mots pour décrire leur attitude. Oui. Il faut parler des faits que vous connaissez. Shadari est sous instruction. Il a fait quoi? Il faut que la justice qui les poursuit nous dise il a fait ça. Et nous allons en parler. Je pense que vous, comme journaliste, alors que pense vous supposez connaître bien cela. Du dialogue aujourd'hui réclamé par les opposants comme le couple ECC Senko et la plateforme de confession religieuse? Bon, les dialogues, ça fait partie de nos us et coutumes. Hein. En Afrique, beaucoup de problèmes se résolvent sous l'arbre imparable. Ça représente le dialogue. Ce n'est pas le premier dialogue que la RDC va organiser. C'est pour ça que je dis que ça fait partie de nos coutumes, de nos habitudes. Dialogue pour quelle finalité? Pour ceux qui demandent. Moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui pensent que le dialogue à ce moment est important. Pourquoi? En ce moment, pourquoi le dialogue n'est pas important en ce moment? En ce moment, pour moi, il faut que nous tous, nous puissions nous mettre derrière les institutions contre l'agression rwandaise. Alors, si on doit dialoguer avec le M23, ça se passera à Kinshasa, pas ailleurs. Au propos de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. C'est une volonté exprimée du gouvernement. On n'a pas de commentaires à faire là-dessus. Et est-ce que vous pensez que les M23 sera d'accord de venir à Kinshasa pour dialoguer? Je ne sais pas entrer dans leur tête. Non, mais vous, en tant que politique, vos analyses. Je pense que s'ils ont des garanties de sécurité, ils vont venir. Donc Nanga pourra rentrer un jour à Kinshasa? Je pense que s'ils ont des garanties de sécurité, ils peuvent venir. Ça, vous pensez, mais vous, en tant que Fedi Moukendi, face à cette proposition? Vous savez, les dialogues et tout ça, ce n'est pas la volonté de partir seulement. Hein? Si Ananga, on lui dit, va à Doha, il va aller. Hein? Si on dit à Ananga aujourd'hui, Kagame lui dit, va à Kinshasa, il va venir. Hein? Ça, c'est mon point de vue. C'est des pressions. Si on lui demande, monsieur, il faut aller, il va venir. Nanga a quel pouvoir? Il a quelle force? Il a été militaire où? Pour dire, je m'impose et je reste. Non. Nanga est de la CENI. C'est comme un prêtre qui veut apprendre aux gens comment je crois que l'exemple n'est pas bon. L'exemple n'est pas bon. Nanga a été président de la CENI. C'est une institution d'appui à la démocratie. Aujourd'hui, Nanga devient l'opposé exactement de ce qu'il était. Est-ce qu'il a les moyens de s'imposer? Non. S'il s'impose, c'est parce qu'il a les appuis du Rwanda. Et si aujourd'hui le Rwanda dit à Nanga, vas-y, il va venir le même jour et à la même minute. Et les Congolais devront l'accueillir? Non. Mais il viendra quand même? Jamais. Mais il viendra quand même? Bon. Ce sont des suppositions. J'ai dit ce sont des suppositions. J'ai dit si on lui donne l'instruction de venir, il va venir. Madame, Messieurs, prenons ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine pour parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Alors, d'un côté, il y a Washington, de l'autre côté, Doha. On se retrouve juste après. Le président Lorenzo, qui est président en exercice de l'Union africaine, c'est en cette qualité qu'il a invité le président de la République pour discuter. Vous aviez suivi que le président de la République parlait des propositions qui lui ont été faites par rapport à la situation sécuritaire. Aujourd'hui, nous y sommes retournés et vous avez suivi tout à l'heure ce que le président de la République a donné comme réaction parce que le président Lorenzo, au-delà des initiatives qui sont organisées à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le père, et les
l'initiative de Doha entre la République démocratique du Congo et le FIS M23, en tant que président en exercice de l'Union africaine et au regard de la situation sur le terrain, il a estimé qu'il était important à son niveau de lancer cet appel au cessez-le-feu parce que c'est le point de départ. Que ce soit Doha, que ce soit Washington, c'est une exigence qui malheureusement, dans les faits, n'est pas respectée. Nous connaissons les méthodes du Père, nous connaissons les méthodes du Fils, nous avons l'exemple d'Ouvira. Et donc, bien au-delà de ce qui est attendu des médiateurs américains qataris, en tant que président de l'Union africaine, il a estimé qu'il était en position de lancer cet appel. Je n'ai pas envie de rappeler son passé, parce qu'il était, avant de devenir président de l'Union africaine, médiateur du processus de Luanda, et que le président de la République, de séance tenante, a dit notre disponibilité. Et donc, aujourd'hui, il y aura sûrement une suite, parce que le président de l'Union africaine va s'entretenir avec les autres partis qui sont concernés pour voir la suite qui y sera donnée. Ici, ce n'est pas un nouveau processus qui commence, mais c'est un effort, un appel du président de l'Union africaine, et il est en droit de le faire du fait qu'il soit aussi reconnu comme champion de la paix. Alors, Doha d'un côté, Washington de l'autre côté, mais sur terrain, les combats continuent. Fedi Mukendi, quelle réponse pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? La réponse, c'est que nous devons continuer à nous battre. La République démocratique du Congo doit continuer à se battre. En faisant quoi? On se voit comment? Mais en faisant la guerre, que le Ouazalène les FARDC font sur terrain. On doit continuer à se battre contre les agresseurs parce que le droit humanitaire international, la charte des Nations Unies, nous donne le droit de légitime défense. On doit renforcer notre armée davantage, lui faire confiance davantage pour que nous puissions bouter hors de nos frontières les agresseurs. Et Doha, Washington? Ce sont deux moyens de lutte pour renforcer, à mon avis, renforcer notre légitime défense. Doha, on négocie. C'est pour qu'on arrive à un accord de paix. Et si on y arrive et que les partis respectent la signature, la guerre se termine. Washington, on a signé entre la RDC et le Rwanda. Mais jusqu'aujourd'hui, le Rwanda continue à marcher sur la signature qu'il a apposée de son propre gré. Eh bien, ça montre au monde entier qui veut la guerre et qui veut la paix. Le Rwanda est vraiment de mauvaise foi. Oui, bien sûr. Les États-Unis l'ont dit. Les États-Unis d'Amérique l'ont dit et ont regretté. On voit ce qui se passe notamment au Venezuela. Le président qui s'endort, président de la République, et se réveille un bon matin, se retrouve prisonnier. Ah, bon, c'est malheureux pour lui. C'est malheureux. Et les Congolais attendent aussi des sanctions contre le Rwanda qui marche sur les accords. Ah, je pense que ça va arriver. Moi, je pense que ça va arriver parce que ces accords ont été signés. Je peux même dire co-signés avec Donald Trump. Donald Trump a dit la guerre est terminée à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une prophétie. Pour moi, c'est une parole donnée. Une parole donnée aux Congolais. Une parole donnée aux Congolais. Moi, je crois en ça. Parce qu'au fait, le président vénézuélien, ce n'est pas les jours qu'on l'a arrêté qu'il a eu le menace d'être arrêté. Oui, oui, ça a commencé avant. Hein. Il s'est entêté. Ouais. Il s'est entêté un peu comme Kagame. Il s'est entêté comme Kagame. Comme Kagame qui est en train de s'entêter. Oui, bien sûr. C'est pourquoi j'avais dit ça. Kagame s'entête. N'est-ce pas un message fort que les États-Unis sont en train d'envoyer à Paul Kagame? Oui, c'est ça que j'étais en train de dire. Allez-y. Kagame s'entête à tuer, à violer les Congolais. En oubliant que Donald Trump, c'est un président conservateur chrétien. Et que tous les actes
qui violent la volonté de Dieu, ces actes-là sont vus comme un affront. Et je suis très sûr que Kagame est à la fin. Mais cela ne peut pas nous donner le droit de nous endormir. Nous devons continuer à nous battre jusqu'à la dernière énergie. Alors, parce que la légitime défense, c'est un droit. Un droit. Alors, courage à tous les FRDC, les Wazalendo qui sont actuellement au front pour protéger l'intégrité nationale, pour protéger la partie est de la RDC. Fedi Moukedi, les propos de Maître Jean-Marie Kabengela qui revient sur le dialogue et alerte pour dire que actuellement les mandats de Félix Tshisekedi restent suspendus sur une partie de la République démocratique du Congo, donc la partie est, la partie occupée par les ennemis du pays, et que si le dialogue sera organisé, le tout sera en faveur de Félix Tshisekedi qui aura donc une voix pour se représenter, parce que s'il y a ouverture de postes, certainement les revendications de certains, ce sera de se retrouver au pouvoir, mais si les mandats restent suspendus, Félix Tshisekedi a l'occasion de se représenter lors de prochaines élections. Est-ce que le mandat de Félix Tshisekedi est suspendu selon vous? Maître Kabengele, c'est un juriste. Les juristes ont appris beaucoup sur les lois et la Constitution. Du pays. Je ne sais pas faire des commentaires après que lui ait parlé. Je pense que ce qu'il a dit l'engage. Il faut qu'on observe ce que ça va donner. Je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus. Mais êtes-vous d'accord lorsqu'il demande au président de la République d'apposer aussi sa signature sur certains articles de la Constitution, comme l'a fait ses prédécesseurs? Alors, Maître Kabengele dit, Félix Tshisekedi ne peut pas quitter la tête de la RDC sans laisser sa signature dans la Constitution de la RDC. C'est son avis, hein? C'est son avis, ce qui est vrai que la Constitution est révisable. Et si on revise la Constitution, le président Tshisekedi devra aussi signer. Alors là, vous soutenez quand même, vous soutenez le fait que certains articles doivent être quand même touchés. Je l'ai toujours soutenu. Okay. La révision de la Constitution est constitutionnelle. Donc, il n'a rien dit de nouveau. C'est ce que nous avons dit plusieurs fois dans des émissions et dans des magazines télévisés. Donc, on attend le temps. Est-ce que, comme certains, vous pensez que cette guerre ici empêche la RDC à organiser ses élections en 2028 parce que la RDC n'arrive pas à épargner? Bon, je crois que nous sommes en 2026. Donc, la RDC devrait déjà commencer à se préparer pour... Je n'ai pas entendu un officiel dire qu'en 2028, il n'y aura pas élection. Je n'ai pas entendu un officiel dire ça. Je n'ai pas entendu le ministre des Finances dire que parce qu'on donne l'argent pour la guerre, il n'y aura pas élection, ni le ministre de la Communication. Donc je me réserve de faire les commentaires sur les appréciations des gens, sur les commentaires que les autres font sur la politique de la RDC. Moi, j'attends les factuels. Je me suis toujours surnommé défenseur de Fatih Béton, sans injure, sans intox. Donc je n'aime pas dire des choses pour que les gens m'acclament, que je puisse être dans les réseaux sociaux, et dire Moukedi a dit ceci. Non, j'ai dit des choses. Défenseur de Fatih Béton, c'est ça? Sans injure, sans intox. Donc, je défends le régime Félix Tshisekedi, mais sans vouloir faire des fake news pour que les gens parlent de moi. Ou que je puisse m'attaquer aux gens injustement. Je regarde Noëlla Kambaja, je parle d'elle à mal pour que les gens puissent diffuser ma vidéo. Non, je parle de faits. Alors, et non Fedi Moukedi, défenseur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Je demande à la population congolaise de pouvoir faire confiance à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, aux institutions de la RDC et surtout de se mobiliser derrière les FRDC et les Wazalendo
pour que cela nous aide à exercer la légitime défense contre l'agression rwandaise, car apparemment, malgré la signature des accords, Kagame ne s'avoue pas vaincu. Je demande aussi à la population de Mbuji-Mayi de se tenir prête de pouvoir accueillir leur élu, l'élu des élus, le premier vice-président du Sénat, l'honorable sénateur José Kalala Kalala, qui arrive à Mbuji-Mayi ce mercredi 14 janvier 2026, pour inaugurer l'école qu'il a financée à ses fonds propres pour l'intérêt de la communauté Mbuji-Mayienne. Alors, merci Fedi Moukedi, défenseur de Félix-Antoine Tshisekedi. Je rappelle, madame, monsieur, qu'il nous vient du parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes. Fedi Moukedi, secrétaire national en charge de la communication et médias de l'UVT. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame Noëlla. Eh bien, c'est complètement fini, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Alors, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire par des voies habituelles. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro de votre magazine d'actualité. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.